1843, dans une plantation de canne à sucre près de Santiago de Cuba, un colonel espagnol signa de sa propre main l'acte le plus abject de l'histoire coloniale des Antilles. Un contrat qui cédait sa jeune épouse à 7 de ses esclaves pour une nuit, en échange de leur silence éternel sur un crime qui aurait pu faire tomber l'Empire espagnol lui-même. Avant de plonger dans cette histoire qui défie toute compréhension humaine, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces secrets oubliés de l'histoire. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va ébranler votre conception de la nature humaine et de l'honneur militaire. Car parfois, la vérité historique dépasse l'imagination la plus tordue. L'île de Cuba, en 1843, était le joyau le plus précieux de l'Empire espagnol déclinant. Depuis la perte de la majeure partie de l'Amérique latine, Madrid s'accrochait désespérément à cette colonie sucrière qui générait encore des revenus colossaux pour la couronne. Les plantations de canne à sucre s'étendaient à perte de vue dans la région orientale de l'île, alimentées par le labeur de milliers d'esclaves africains dans des conditions d'une cruauté inimaginable. La plantation Esperanza Real s'étendait sur près de 3000 hectares au sud-est de Santiago de Cuba, dominant la baie turquoise depuis les collines verdoyantes de la Sierra Maestra. Cette propriété appartenait à la famille Vasquez de Toledo depuis plus d'un siècle, une lignée de militaires et de planteurs qui avaient accumulé une fortune considérable grâce au commerce triangulaire et à l'exploitation sucrière. Le colonel Rodrigo Vasquez de Toledo dirigeait cette plantation avec une poigne de fer depuis 1838. Âgé de 42 ans, cet homme au visage buriné par les tropiques et aux moustaches impeccablement taillées incarnait l'arrogance de l'aristocratie coloniale espagnole. Diplômé de l'Académie militaire de Tolède, décoré lors des campagnes napoléoniennes, il avait été envoyé à Cuba pour maintenir l'ordre colonial face aux rumeurs grandissantes d'insurrection. Sa demeure, une imposante villa de style néoclassique aux colonnes de marbre blanc, dominait les champs de canne depuis une terrasse ombragée par d'immenses cécropias. Les murs épais de pierre calcaire gardaient la fraîcheur même durant les après-midi torrides, et les vastes salons ornés de portraits d'ancêtres en uniforme témoignaient de la grandeur passée de la famille. Rodrigo avait épousé en secondes noces, 3 ans plus tôt, la fille cadette d'un comte andalou ruiné. Esperanza de Montemayor, une jeune femme de 24 ans d'une beauté saisissante, aux cheveux d'ébène et aux yeux verts comme l'émeraude. Cette union avait été arrangée pour consolider les liens entre l'aristocratie péninsulaire et les planteurs créoles, mais aussi pour apporter une dot substantielle qui permettrait de moderniser l'exploitation sucrière. Esperanza vivait dans cette cage dorée tropicale comme un oiseau en captivité. Éduquée dans un couvent sévillan, elle découvrait avec horreur la réalité de l'esclavage et la brutalité du système colonial. Son époux, de 18 ans son aîné, la traitait davantage comme un trophée que comme une compagne, exhibant sa beauté lors des réceptions officielles, tout en la maintenant dans une ignorance totale des affaires de la plantation. La propriété comptait près de 400 esclaves, répartis dans différents barracones, ces longues bâtisses de bois où s'entassaient les familles dans une promiscuité révoltante. Parmi eux, 7 hommes formaient l'élite des travailleurs, des Africains de différentes ethnies, choisis pour leur force physique exceptionnelle et leur intelligence, qui supervisaient les équipes de coupe et dirigeaient les opérations les plus délicates de la transformation sucrière. Ces 7 hommes avaient été achetés à différentes époques par le père de Rodrigo, puis par lui-même, dans les marchés aux esclaves de la Havane. Malgré leurs origines diverses, Yoruba, Mandingue, Congo, ils avaient développé entre eux une solidarité fraternelle forgée dans la souffrance commune. Leurs noms d'esclaves, imposés par leurs maîtres, étaient Thomas, Santiago, Francisco, Domingo, Pablo, Andrés et Sébastien. Mais ils se connaissaient entre eux par leurs véritables noms africains, murmurés dans l'intimité de leur case. L'automne de 1843 apportait avec lui une tension particulière.
Les nouvelles de Madrid parlaient de pression britannique croissante pour l'abolition de l'esclavage, et des rumeurs circulaient parmi les planteurs sur d'éventuelles réformes coloniales. Dans ce contexte d'incertitude, le colonel Vasquez de Toledo multipliait les punitions exemplaires pour maintenir l'ordre parmi ses esclaves, créant un climat de terreur qui ne faisait qu'alimenter les rancœurs. Tout commença par une nuit de septembre particulièrement étouffante, quand les grillons se taisaient et que l'air immobile portait des présages de malheur. Esperanza, incapable de trouver le sommeil dans la chaleur moite de sa chambre, avait décidé de prendre l'air sur la terrasse de la villa. Elle n'était vêtue que d'une fine chemise de nuit en lin blanc qui laissait deviner ses formes harmonieuses dans la clarté lunaire. C'est là qu'elle découvrit une scène qui allait bouleverser le cours de sa vie et celui de toute la plantation. Dans le jardin en contrebas, près du petit temple grec que le père de Rodrigo avait fait ériger en l'honneur de Vénus, son époux fouettait sauvagement un jeune esclave d'une quinzaine d'années. Les coups de cravache claquaient dans la nuit tropicale, accompagnés des gémissements étouffés de la victime. Mais ce n'était pas la violence de la punition qui glaça le sang d'Esperanza. Hélas, de telles scènes étaient monnaie courante dans les plantations. Ce qui la terrorisa, c'est ce qu'elle entendit ensuite. Entre deux coups, le colonel criait des mots qui révélaient la véritable nature de son châtiment. « Tu as osé me regarder, tu as osé porter tes yeux sur moi. Tu sais ce que tu as vu, n'est-ce pas ?» Le jeune esclave, un mulâtre aux traits fins nommé Miguel, sanglotait en répétant « Non, maître, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. » Esperanza comprit alors que ce châtiment ne concernait pas un vol ou une désobéissance ordinaire. Le ton de son mari, son acharnement particulier, la terreur qu'elle percevait dans sa voix même, tout indiquait qu'il s'agissait de bien autre chose. Quelque chose que ce jeune esclave avait découvert, quelque chose de si compromettant que Rodrigo était prêt à risquer de le tuer pour s'assurer de son silence. Soudain, les coups cessèrent. Dans le silence qui suivit, Esperanza entendit distinctement son mari murmurer « Si tu parles, je te fais écorcher vif. Et si jamais quelqu'un d'autre découvre ce que tu as vu, je brûlerai tous les barracones avec les familles à l'intérieur. » Puis, d'une voix plus forte, presque hystérique, « Mais qui peut me croire? Qui oserait témoigner contre moi? Je suis le colonel Vasquez de Toledo. Ma famille sert la couronne depuis 2 siècles. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Esperanza comme un aveu de culpabilité, de peur et surtout de désespoir. Son mari, cet homme qu'elle connaissait pour sa cruauté froide et calculée, était en proie à une panique qu'elle ne lui avait jamais vue. Le lendemain, Miguel fut retrouvé mort dans sa case, officiellement victime d'une fièvre tropicale foudroyante. Mais Esperanza avait vu les marques sur son corps quand on l'emmena pour l'enterrer dans le cimetière des esclaves. Ce n'était pas la fièvre qui avait tué ce garçon. Dès lors, la jeune femme ne put chasser de son esprit les questions qui la taraudaient. Que pouvait bien avoir découvert Miguel pour mériter une mort si atroce? Quel secret son mari gardait-il si jalousement qu'il était prêt à tuer pour le protéger? Et surtout, combien d'autres personnes étaient au courant de ce mystère? Les jours qui suivirent apportèrent des éléments de réponse troublants. Esperanza remarqua que les 7 esclaves d'élite de la plantation, ces hommes qui jouissaient d'une certaine liberté de mouvement pour superviser les travaux, avaient changé d'attitude envers elle et son mari. Leurs regards fuyants quand ils croisaient le colonel, leurs chuchotements qui cessaient à son approche, leurs tensions palpables lors des distributions de vivres, tout indiquait qu'eux aussi savaient quelque chose. Les semaines passèrent dans une atmosphère de plus en plus pesante. Rodrigo, habituellement si sûr de lui, sombrait dans une paranoïa grandissante. Il multipliait les rondes nocturnes autour de la villa, scrutait les visages de ses esclaves, à la recherche du moindre signe de rébellion, et s'enfermait de longues heures dans son bureau pour brûler des documents dans la cheminée, même par cette chaleur accablante. Esperanza, de son côté, développait une stratégie d'observation discrète. Elle avait appris à se déplacer silencieusement dans la maison, à écouter aux portes, à interpréter les silences et les regards. Peu à peu, elle reconstituait les pièces d'un puzzle effroyable. Le premier indice lui vint de Teresa,
Sa femme de chambre, une esclave créole d'une 50aine d'années qui avait toujours servi la famille Vasquez de Toledo. Un matin, en brossant les longs cheveux noirs de sa maîtresse, Teresa laissa échapper: « Madame devrait faire attention quand elle se promène le soir. Il y a des endroits de la plantation où il ne fait pas bon s'aventurer après la tombée de la nuit. » Quand Esperanza demanda de quels endroits il s'agissait, Teresa se contenta de regarder en direction du vieux moulin à sucre abandonné au fond de la propriété, avant de détourner les yeux et de se murer dans le silence. Ce moulin, Esperanza le connaissait bien. C'était une construction en pierre de l'époque où le grand-père de Rodrigo avait commencé l'exploitation sucrière. Remplacé par des installations plus modernes près de la villa, il était tombé en désuétude depuis une vingtaine d'années. Officiellement, il ne servait plus qu'à entreposer de vieux outils et des sacs de chaux. Mais pourquoi Teresa avait-elle eu cette réaction en l'évoquant? Pourquoi cette terreur dans ses yeux quand elle regardait dans cette direction? La réponse commença à se dessiner quelques jours plus tard, lors d'une conversation qu'Esperanza surprit entre deux contremaîtres créoles. Elle se trouvait dans le petit salon de musique de la villa, près d'une fenêtre ouverte donnant sur la cour des écuries, quand elle entendit l'un d'eux dire à l'autre: « Le colonel devient fou. Hier soir encore, il est allé là-bas avec sa pelle. Il creuse, il rebouche, il creuse encore, comme s'il cherchait à faire disparaître quelque chose, ou quelqu'un. » L'autre répondit dans un murmure à peine audible: « Chut, tu sais bien qu'on ne doit pas parler de ça. Souviens-toi de ce qui est arrivé au petit Miguel. » Mais combien de temps encore va-t-on pouvoir fermer les yeux? Les 7 du barracon principal, ils savent tout. Et ils commencent à parler entre eux. Je les ai vus hier soir, réunis près des cuisines. Ils préparent quelque chose. À ces mots, Esperanza sentit son sang se glacer. Les 7 du barracon principal, c'étaient évidemment les esclaves d'élite qu'elle avait déjà remarqués. Que savaient-ils exactement? Et que préparaient-ils? Cette nuit-là, incapable de dormir, elle décida de mener sa propre enquête. Attendant que son mari soit parti pour l'une de ses mystérieuses expéditions nocturnes, elle s'habilla de sombres vêtements et se glissa hors de la villa. La lune était cachée par des nuages épais, et seul le crépitement lointain des torches permettait de s'orienter dans l'obscurité tropicale. Elle se dirigea instinctivement vers le vieux moulin, guidée par une intuition morbide. Le chemin qui y menait, autrefois emprunté quotidiennement par les charrettes chargées de cannes, était maintenant envahi par la végétation luxuriante. Les lianes pendaient comme des cordes de pendus, et les racines aériennes des ficus étrangleurs créaient des formes fantomatiques dans la pénombre. Arrivée près du moulin, elle constata que ses soupçons étaient fondés. Une lumière tremblotante filtrait par les interstices des volets de bois pourris. Quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Se rapprochant avec la plus grande précaution, elle colla son œil à une fente du mur de pierre. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires appréhensions. Rodrigo était là, à genoux sur le sol de terre battue, creusant frénétiquement avec une pelle à la lueur d'une lanterne. Mais ce n'était pas l'activité elle-même qui horrifia Esperanza. C'étaient les objets qui l'exhumaient et reposaient dans le trou béant. Des morceaux de tissu décomposés, des ossements humains et surtout des bijoux. Des bijoux qu'elle reconnaissait parfaitement car elle avait vu leurs portraits dans les galeries de la villa. Les parures de Doña Isabela Vasquez de Toledo, la première épouse de Rodrigo, officiellement décédée de la fièvre jaune en 1839. La vérité la frappa comme un coup de fouet. Isabella n'était pas morte de maladie. Son mari l'avait assassinée, probablement dans ce moulin même, et avait caché son corps dans cette tombe de fortune. Mais pourquoi? Et pourquoi, 4 ans plus tard, s'acharnait-il encore à modifier sa sépulture clandestine? Esperanza recula lentement, le cœur battant à tout rompre. Mais dans son mouvement, son pied accrocha une branche sèche qui se brisa avec un craquement sec. Aussitôt, la lumière à l'intérieur du moulin s'éteignit, et elle entendit son mari jurer entre ses dents. Elle eut juste le temps de se cacher derrière un gros cécropia, quand Rodrigo sortit du moulin, une lanterne éteinte à la main, et le regard fou. Il scruta l'obscurité pendant de longues minutes, la pelle encore serrée dans son poing.
avant de retourner à l'intérieur, terminer son sinistre travail. Si cette révélation vous a donné des frissons, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'Esperanza va faire de cette découverte terrifiante. Le retour à la villa fut un calvaire pour Esperanza. Chaque ombre lui semblait menaçante, chaque bruit de la nuit tropicale résonnait comme un présage funeste. Elle atteignit sa chambre épuisée, tremblante, mais avec la certitude absolue que sa vie était désormais en danger. Si Rodrigo avait tué sa première épouse, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer? Les jours suivants furent une épreuve de dissimulation constante. Esperanza devait continuer à jouer le rôle de l'épouse soumise et ignorante, tout en cherchant désespérément un moyen d'échapper à son sort. Mais à qui se confier dans cette société coloniale où la parole d'une femme ne pesait rien face à celle d'un colonel décoré? C'est alors qu'un événement inattendu vint bouleverser la situation. Un matin de novembre, alors que la saison des cyclones touchait à sa fin, un navire marchand britannique accosta au port de Santiago avec à son bord un passager exceptionnel. Le docteur Archibald Pemberton, médecin légiste de Sa Majesté et enquêteur spécialisé dans les affaires coloniales suspectes. La présence de ce Britannique n'était pas fortuite. Depuis des mois, Londres exerçait une pression diplomatique croissante sur l'Espagne concernant le traitement des esclaves dans ses colonies, et plusieurs témoignages avaient fait état de massacres et d'exécutions sommaires dans la région de Santiago. Le docteur Pemberton était officiellement venu pour une mission d'inspection sanitaire, mais tous les planteurs savaient qu'il s'agissait en réalité d'une enquête sur les conditions de l'esclavage. Rodrigo accueillit cette nouvelle avec une rage mal contenue. Lors du dîner, il tempêta contre cette ingérence britannique dans les affaires espagnoles et jura que jamais un hérétique protestant ne mettrait les pieds sur ces terres. Mais Esperanza lisait dans ses yeux une peur panique. La présence de cet enquêteur extérieur représentait une menace directe pour tous ses secrets. Le lendemain, un événement encore plus troublant se produisit. Thomas, l'aîné des 7 esclaves d'élite, demanda à voir le colonel en privé. Cet homme d'une 50aine d'années, originaire du royaume Yoruba, possédait une dignité naturelle que même l'esclavage n'avait pu briser. Ses cicatrices rituelles sur les joues témoignaient de son rang de guerrier dans sa patrie africaine, et son intelligence vive lui avait valu le respect de tous les esclaves de la plantation. L'entrevue eut lieu dans le bureau du colonel, mais Esperanza, devenue experte dans l'art de l'espionnage domestique, put surprendre une partie de la conversation grâce à une cloison mal isolée. Ce qu'elle entendit la glaça d'effroi. Thomas parlait d'une voix calme, presque cérémonieuse. « Colonel, nous savons ce qui est arrivé à Doña Isabella. Nous l'avons vue ce soir-là, quand elle s'est enfuie vers le moulin. Nous avons entendu ses cris, et nous savons où vous l'avez enterrée. » La réponse de Rodrigo fusa, pleine de rage et de déni. « Tu mens, tu n'as rien vu, personne n'a rien vu. » Santiago l'a vu courir, Francisco a entendu les coups, Domingo a vu la terre fraîchement remuée. Pablo, Andrés et Sébastien ont tous remarqué que vous brûliez ses vêtements dans la cheminée des cuisines. Et moi, colonel, j'ai trouvé son médaillon en or dans le jardin, près du moulin, celui avec le portrait de sa mère. Un silence de mort suivit ces paroles. Puis Thomas reprit. Le docteur anglais pose beaucoup de questions sur les morts suspectes dans la région. Il veut examiner les registres d'état civil, interroger les témoins. Que croyez-vous qu'il découvrira quand il apprendra que votre épouse a été enterrée en secret, sans médecin, sans prêtre, sans témoin? Rodrigo explosa. Tu me menaces? Toi, un esclave? Je peux te faire écorcher vif. Je peux te vendre aux mines de cuivre. Je peux. Vous pouvez nous tuer, colonel. L'interrompit Thomas avec un calme glacial. Mais nous sommes 7. 7 témoins de votre crime. Si l'un de nous disparaît mystérieusement, les autres parleront. Et maintenant que l'enquêteur britannique est là. La conversation prit alors un tour que ni Esperanza ni Rodrigo n'auraient pu imaginer. Thomas n'était pas venu faire du chantage pour obtenir sa liberté ou améliorer les conditions de vie des esclaves.
Sa proposition était bien plus perverse, bien plus calculée. Nous voulons une compensation, colonel. Quelque chose qui scellera notre alliance et garantira notre silence à vie. De l'argent? Des privilèges? Non, colonel, nous voulons votre femme. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Esperanza, collée à la cloison, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Thomas continua de sa voix monocorde. Une nuit, colonel, une seule nuit avec Doña Esperanza, nous 7. En échange, nous jurons sur nos dieux ancestraux de garder le secret sur le sort de votre première épouse jusqu'à la mort. Tu es fou. Jamais, jamais je ne... Réfléchissez bien, colonel. Qu'est-ce qui est le pire? Perdre votre honneur conjugal une nuit ou perdre votre vie, vos biens, votre nom sur l'échafaud? Car c'est ce qui vous attend si la vérité éclate. L'Espagne ne protégera pas un assassin, même décoré. La proposition de Thomas laissa Rodrigo dans un état de stupeur qui dura plusieurs jours. Esperanza, terrorisée par ce qu'elle avait entendu, n'osait même plus croiser le regard de son mari. L'atmosphère dans la villa devint irrespirable, chargée de tensions inexprimables et de terreurs silencieuses. Le colonel passait des heures entières enfermé dans son bureau, buvant du rhum et tournant en rond comme un animal en cage. Parfois, Esperanza l'entendait parler tout seul, pesant le pour et le contre de cette proposition diabolique. D'autres fois, il éclatait en sanglots de rage et de désespoir, frappant les murs jusqu'à se faire saigner les poings. Pendant ce temps, les 7 esclaves vaquaient à leurs occupations habituelles avec un calme inquiétant. Ils supervisaient les travaux, dirigeaient les équipes de coupe, surveillaient la fabrication du sucre comme si de rien n'était. Mais Esperanza sentait leurs regards posés sur elle, des regards qui la déshabillaient, qui la jaugeaient, qui l'imaginaient déjà à leur merci. La présence du docteur Pemberton dans la région ajoutait une pression supplémentaire. Le médecin britannique multipliait les visites de courtoisie dans les plantations, posant des questions apparemment anodines sur l'état sanitaire des esclaves, mais qui révélaient en fait une connaissance troublante des affaires locales. Il était évident qu'il disposait d'informateurs, peut-être même parmi les esclaves eux-mêmes. Un soir, n'y tenant plus, Rodrigo convoqua de nouveau Thomas. Cette fois, Esperanza n'eut pas besoin d'écouter aux portes. Les éclats de voix étaient audibles dans toute la villa. « Tes conditions sont inacceptables. Ma femme n'est pas une esclave, elle est de sang noble. Votre première épouse aussi était de sang noble, colonel. Cela ne l'a pas empêché de finir 6 pieds sous terre. Je trouverai un autre moyen. Je vous ferai tous transférer dans une autre plantation. Le docteur Pemberton a déjà demandé à examiner les registres de décès de Doña Isabella. Il trouve étrange qu'une femme de 28 ans, en parfaite santé, soit morte si soudainement de la fièvre jaune. Il veut voir le certificat médical, qui n'existe pas. » Cette révélation assomma Rodrigo. Il n'avait effectivement jamais fait établir de certificat de décès en bonne et due forme, se contentant des formalités minimales avec le prêtre local, un homme ivrogne qu'il tenait par ses dettes de jeu. Thomas enfonça le clou. « Dans 3 jours, le docteur viendra inspecter la plantation. Il posera des questions sur votre première épouse. Il voudra voir sa tombe au cimetière. Mais elle n'y est pas, n'est-ce pas? Il remarquera les incohérences dans les témoignages. Et alors, que veux-tu exactement? Je vous l'ai dit, une nuit avec votre femme, nous 7. Et en échange, nous témoignerons tous que Doña Isabella était bien malade, que nous l'avons vue dépérir, que sa mort était naturelle. Nous inventerons même des détails médicaux pour convaincre l'enquêteur. » Rodrigo resta silencieux un long moment, puis sa voix se brisa. « Et après cette nuit, vous tiendrez vraiment parole ? Sur les tombes de nos ancêtres et les dieux de notre terre natale. Notre parole vaut celle d'un roi, colonel. Contrairement à vous, nous n'avons jamais trahi nos serments. » Cette nuit-là, Esperanza n'arriva pas à fermer l'œil. Elle savait que son mari était en train de peser sa décision, et elle devinait laquelle il allait prendre. Dans ce monde colonial, où la vie d'une femme ne valait que son utilité sociale et reproductive, que pesait son honneur face à la survie de tout un patrimoine familial?
Au petit matin, Teresa vint la réveiller avec une mine effrayée. « Madame, le colonel veut vous voir dans son bureau. Il dit que c'est très important. » Esperanza se leva, le cœur battant. Elle savait que l'heure de vérité était arrivée. En descendant les escaliers de marbre de la villa, elle croisa le regard de Thomas, qui surveillait les travaux dans la cour. L'esclave inclina légèrement la tête dans un salut ironique qui la fit frissonner. Dans le bureau, Rodrigo l'attendait assis derrière son imposant secrétaire en acajou. Il avait les traits tirés, les yeux injectés de sang, mais son expression était résolue. « Esperanza, asseyez-vous, nous devons parler. » Elle obéit, les mains tremblantes. « Il y a des choses sur mon passé que vous ignorez. Des erreurs que j'ai commises et qui risquent aujourd'hui de nous coûter tout ce que nous possédons. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ma première épouse, Isabella. Sa mort n'était pas naturelle. » Esperanza feignit la surprise, mais Rodrigo était trop absorbé par sa confession pour remarquer l'artifice. « Je l'ai tuée, Esperanza, dans un accès de colère. Elle voulait me quitter, retourner en Espagne avec une partie de la fortune familiale. J'ai perdu le contrôle. Les larmes coulaient maintenant sur les joues du colonel. Et maintenant, cet enquêteur britannique et les esclaves qui ont tout vu, ils me tiennent. Ils me demandent... » Il s'arrêta, incapable de prononcer les mots fatidiques. « Que vous demande-t-il, Rodrigo ?» La réponse vint dans un souffle à peine audible. « Vous, une nuit, en échange de leur silence éternel. » Le silence qui suivit cette révélation fut plus assourdissant que tous les cris. Esperanza regardait son mari, cet homme qui venait de lui avouer être un assassin et qui s'apprêtait à la livrer en pâture pour sauver sa peau. Elle cherchait dans ses yeux une trace de remords, une hésitation, un signe d'humanité. Elle n'y trouva que de la lâcheté. « Vous acceptez leur proposition ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Rodrigo évita son regard. « Nous n'avons pas le choix, Esperanza. Si la vérité éclate, nous perdrons tout. La plantation, la fortune, notre position sociale. Je serai jugé et exécuté. Et vous vous retrouverez veuve et ruinée dans un pays étranger. Alors que si j'accepte cette abomination, alors nous continuons à vivre. Certes, avec ce poids sur la conscience, mais nous survivons. Et personne ne saura jamais rien. » Esperanza se leva, tremblante de rage et de dégoût. « Personne ne saura ? Vous croyez vraiment que 7 hommes garderont le secret d'avoir violé la femme de leur maître ? Vous croyez qu'ils ne se vanteront pas auprès des autres esclaves, que cette histoire ne fera pas le tour de toutes les plantations de Cuba ?» Rodrigo baissa la tête, vaincu. « C'est notre seule chance, Esperanza. Notre seule chance de survie. Non, Rodrigo, c'est votre seule chance. Moi, j'ai une autre solution. » Le colonel releva brusquement les yeux, surpris par le ton déterminé de sa femme. « Laquelle ? » ?»« Tout avouer au docteur Pemberton, révéler la vérité sur la mort d'Isabella, témoigner contre vous. » Le visage de Rodrigo se durcit instantanément. « Vous ne ferez pas ça. Vous êtes ma femme. Vous me devez obéissance. Je ne vous dois rien, assassin. Et surtout pas ma dignité. » La gifle claqua comme un coup de fouet. Esperanza vacilla mais ne tomba pas, soutenue par une rage froide qui décuplait ses forces. « Très bien, » dit-elle en se massant la joue. « Je vois que vous avez fait votre choix. Moi aussi, j'ai fait le mien. » Elle se dirigea vers la porte, mais la voix de Rodrigo l'arrêta. « Si vous me trahissez, Esperanza, vous ne survivrez pas une semaine. Les autorités coloniales ne protègent pas les femmes qui salissent l'honneur de l'armée espagnole. Et les esclaves ont des moyens de se venger que vous n'imaginez même pas. » Esperanza se retourna une dernière fois. « Au moins, je mourrai avec ma dignité intacte, ce qui ne sera jamais votre cas. » Elle sortit du bureau en claquant la porte, laissant Rodrigo seul avec ses démons. Mais elle savait que son répit serait de courte durée. Son mari ne la laisserait pas libre de ses mouvements maintenant qu'elle connaissait la vérité et qu'elle menaçait de parler. Effectivement, dès le lendemain, Esperanza se retrouva assignée à résidence dans sa chambre. Officiellement, elle souffrait d'une fatigue nerveuse qui nécessitait du repos. En réalité,
2 esclaves montaient la garde devant sa porte jour et nuit, avec pour consigne de l'empêcher de sortir. C'est Teresa qui lui apporta les nouvelles de l'extérieur. Le docteur Pemberton avait effectivement visité la plantation, posant des questions très précises sur les conditions de décès d'Isabella. Rodrigo avait donné ses réponses préparées, mais l'enquêteur britannique n'avait pas semblé convaincu. Il avait demandé à examiner la tombe au cimetière, et face à l'impossibilité de satisfaire cette demande, il avait annoncé qu'il reviendrait avec des autorités compétentes pour procéder à des fouilles. Le colonel est dans tous ses états, chuchota Teresa en apportant le repas du soir. Il a convoqué les 7 du barracon principal. Ils sont en réunion depuis des heures. Esperanza comprit que l'étau se resserrait. Son mari allait être contraint d'accepter la proposition de Thomas, et elle n'aurait d'autre choix que de subir cette humiliation innommable, à moins qu'elle ne trouve un moyen de s'échapper. Cette nuit-là, elle examina minutieusement sa chambre à la recherche d'une issue. La fenêtre donnait sur une terrasse au premier étage, mais la chute était trop haute et trop risquée. La porte était gardée. Restait la cheminée, mais le conduit était trop étroit pour qu'elle puisse s'y glisser. C'est alors qu'elle se souvint d'un détail de l'architecture de la villa. Enfant, lors d'une visite chez des cousins en Andalousie, elle avait découvert que les anciennes demeures seigneuriales possédaient souvent des passages secrets, vestiges de l'époque où les maîtres devaient pouvoir fuir rapidement en cas d'attaque. Cette villa, construite sur le modèle des palais andalous, en possédait peut-être aussi. Elle se mit à examiner les murs, cherchant des irrégularités, des panneaux mobiles, des mécanismes cachés. Au bout d'une heure de recherche infructueuse, ses doigts rencontrèrent enfin quelque chose d'anormal. Derrière un grand portrait de l'arrière-grand-père de Rodrigo, une section de la boiserie semblait légèrement en retrait. En appuyant dessus, elle sentit le panneau céder. Un passage étroit s'ouvrit, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans les entrailles de la villa. L'air qui en remontait était humide et chargé d'odeurs de moisie, mais il représentait sa seule chance de liberté. Sans hésiter, elle s'engagea dans le passage, guidée par la faible lueur de la lune qui filtrait par des ouvertures percées dans les murs épais. L'escalier débouchait sur un tunnel qui courait sous les fondations de la maison et aboutissait, après de longues minutes de marche dans l'obscurité la plus totale, à une sortie dissimulée dans la végétation du jardin, près de l'ancien temple grec. Esperanza émergea de terre comme une revenante, couverte de toiles d'araignée et de poussière, mais libre. Libre de courir vers Santiago, libre d'alerter les autorités, libre de révéler la vérité sur le meurtre d'Isabella. Mais elle n'avait fait que quelques mètres quand une voix familière l'arrêta. « Bonsoir, Doña Esperanza ». Thomas se tenait devant elle, accompagné des 6 autres esclaves d'élite. Dans la pénombre, leurs silhouettes massives formaient un mur infranchissable entre elle et la liberté. « Vous ne pensiez tout de même pas nous échapper aussi facilement? Nous connaissons cette plantation mieux que vous, madame. Nous savons qu'il existe un passage secret dans votre chambre. Nous l'avons utilisé nous-mêmes, autrefois, pour espionner les conversations de vos prédécesseurs. » Esperanza recula, terrifiée, mais se heurta à Francisco et Santiago, qui avaient contourné le temple pour lui couper la retraite. « Que voulez-vous ?»« Ce qui était convenu, madame. Votre mari a accepté notre proposition il y a 1 heure. Le contrat est signé. » « Quel contrat ?» Thomas sortit de sa chemise un document manuscrit qu'il déroula à la lueur de la lune. « Un accord en bonne et due forme, rédigé par le colonel lui-même et signé de sa main. Il cède ses droits conjugaux sur votre personne pour 1 nuit, en échange de notre témoignage favorable concernant les circonstances du décès de Doña Isabella. » Esperanza arracha le document des mains de Thomas et le lut avec horreur. C'était effectivement l'écriture de son mari, sa signature, son sceau. Un texte juridique rédigé dans les formes, utilisant un langage châtié pour décrire l'innommable. Moi, Rodrigo Vasquez de Toledo, colonel de Sa Majesté catholique, cède par les présentes à Thomas, Santiago, Francisco, Domingo, Pablo, Andrés et Sebastián, esclaves de ma propriété, le droit d'user de mon épouse légitime, Esperanza de Montemayor,
pour une durée de 12 heures, du coucher au lever du soleil, en contrepartie de leurs témoignages véridiques et définitifs concernant les circonstances nattes. Hurel du décès de feu mon épouse Isabella Vasquez de Toledo, survenu en l'an de grâce 1839. Le document était daté de ce jour même et portait le sceau officiel de la famille. Esperanza fixa Thomas avec un mélange d'horreur et de défi. Ce document n'a aucune valeur légale, aucun tribunal ne reconnaîtra jamais. Détrompez-vous, madame, l'interrompit Thomas avec un sourire glacial. Selon le code colonial espagnol en vigueur à Cuba, une épouse fait partie du patrimoine de son mari au même titre que ses terres, ses esclaves et son bétail. Il peut en disposer comme bon lui semble, y compris l'échanger, la vendre ou la prêter. Ce document respecte parfaitement la légalité coloniale. Santiago s'approcha et ajouta d'une voix grave: « Nous avons eu recours à un esclave lettré de la plantation voisine, ancien clerc de notaire à La Havane, pour nous assurer de la validité juridique de cet acte. Chaque terme a été pesé, chaque clause vérifiée. » Francisco continua. « Votre mari nous attend dans le vieux moulin. Il souhaite assister à l'exécution du contrat pour s'assurer que nous respectons nos engagements mutuels. Jamais, jamais je n'accepterai cette infamie. » « Vous n'avez pas le choix, madame, » répliqua Domingo. « Résister serait un acte de rébellion contre l'autorité légale de votre époux, passible des tribunaux militaires. Et dans ce contexte colonial, une femme qui défie publiquement son mari risque bien plus que la prison. » Pablo et Andrés échangèrent un regard entendu avant que ce dernier n'ajoute « De plus, nous avons pris nos précautions. Si vous tentez de fuir ou de résister, nous révélerons immédiatement au docteur Pemberton l'emplacement exact du corps de Doña Isabella, ainsi que tous les détails de son assassinat. Votre mari sera arrêté, jugé et exécuté. Quant à vous, une veuve déshonorée dans ce pays n'a guère d'avenir. » Sébastien, le plus jeune des 7, conclut d'un ton presque compatissant. « Nous ne sommes pas des monstres, madame. Nous respecterons les termes du contrat à la lettre. 12 heures, pas une de plus. Et après, chacun reprendra sa place dans l'ordre colonial, comme si rien ne s'était passé. » Esperanza sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle était prise au piège dans un système juridique conçu par et pour les hommes, où sa volonté ne comptait pour rien face aux intérêts masculins. Ces 7 esclaves avaient retourné contre elle les mêmes lois qui les opprimaient, utilisant le droit colonial comme une arme pour assouvir leur soif de revanche. Les 7 hommes l'encerclèrent alors, non pas de manière brutale, mais avec une détermination implacable qui rendait toute résistance dérisoire. Esperanza comprit qu'elle était devenue le symbole vivant de tous les affronts subis par leurs sœurs africaines, violées impunément par leurs maîtres depuis des siècles. « Allons-y, » murmura Thomas. « Le colonel attend et l'aube finira bien par se lever. » La procession vers le moulin se fit dans un silence lugubre. Esperanza marchait au centre du groupe, escortée comme une condamnée vers son supplice. À chaque pas, elle sentait peser sur elle le poids de l'histoire, celui de toutes les femmes sacrifiées sur l'autel des intérêts masculins, qu'elles soient blanches ou noires, libres ou esclaves. La végétation nocturne bruissait de 1000 sons inquiétants. Les cris lointains des singes hurleurs résonnaient comme des lamentations prémonitoires, et l'air lourd de l'automne tropical portait des parfums de décomposition qui ajoutaient à l'horreur de la situation. Parfois, un oiseau de nuit poussait un cri strident qui faisait sursauter Esperanza, ses nerfs étant tendus à l'extrême. Le vieux moulin apparut bientôt dans la clairière, éclairé par plusieurs lanternes que Rodrigo avait disposées autour du bâtiment. La structure de pierre, envahie par les lianes et rongée par l'humidité tropicale, semblait surgir des ténèbres comme un décor de cauchemar. Ses volets de bois pourris pendaient de travers, et l'ancienne roue à aubes gisait brisée dans la végétation, témoignage muet d'une époque révolue. Le colonel les attendait, assis sur un tronc d'arbre mort, la tête entre les mains.
Il avait revêtu son uniforme d'apparat, comme s'il s'agissait d'une cérémonie officielle, mais les décorations qui ornaient sa poitrine semblaient dérisoires dans ce contexte sordide. Quand il releva les yeux vers sa femme, Esperanza y lut une détresse qui égalait la sienne, mais aussi quelque chose de plus troublant. Une excitation malsaine, comme si cette situation extrême réveillait en lui des pulsions inavouables. « Pardonnez-moi » murmura-t-il d'une voix brisée. « Pardonnez-moi, mais je n'avais pas d'autre choix. Si, Rodrigo, vous aviez le choix de mourir en homme d'honneur plutôt que de vivre en lâche. » Les mots de sa femme le firent tressaillir, mais il ne répliqua pas. Thomas s'approcha du colonel. « Le contrat sera-t-il exécuté selon les termes convenus ?» Rodrigo hocha la tête, sans lever les yeux, puis sortit de sa poche une montre en or, qu'il consulta d'une main tremblante. « Il est 23h45. Vous avez jusqu'à 11h45 demain matin. Pas une minute de plus. Nous respecterons scrupuleusement ces délais, » assura Thomas. « En échange, vous obtiendrez notre témoignage complet et définitif dès demain après-midi, quand le docteur Pemberton reviendra avec les autorités. » Rodrigo se leva péniblement, vacillant comme un homme ivre. « Je vais attendre dehors. Mais je dois rester présent pour certifier que l'accord est respecté. » « Comme vous voudrez, colonel, mais ne vous éloignez pas trop. Nous aurons peut-être besoin de votre témoignage pour attester que madame votre épouse a consenti à cet arrangement. » Cette dernière cruauté acheva de briser la résistance d'Esperanza. Elle comprit que même sa souffrance servirait à légitimer cette mascarade juridique. Les 7 hommes la poussèrent doucement vers l'entrée du moulin. L'intérieur, éclairé par plusieurs lanternes, révélait un espace dépouillé où subsistaient encore les vieilles meules de pierre et les poutres vermoulues du plafond. Le sol de terre battue avait été recouvert de nattes tressées et de tissus colorés, transformant ce lieu de travail abandonné en une parodie de chambre nuptiale. Dans un coin, Esperanza aperçut la fosse que son mari avait creusée pour dissimuler le corps d'Isabella, maintenant rebouché et dissimulé sous une pile de sacs de jute. Cette vision lui rappela brutalement que cette nuit d'horreur avait pour origine un meurtre, et que tous les protagonistes de ce drame étaient désormais liés par le sang et la honte. Thomas se tourna vers elle une dernière fois. « Madame, nous allons procéder avec le respect dû à votre rang. Vous êtes une dame de la noblesse espagnole, et nous n'oublions pas cette réalité, même dans ces circonstances exceptionnelles. » Santiago ajouta, « Nous ne vous ferons aucun mal physique. Notre objectif n'est pas la brutalité, mais la justice. Une justice que nos sœurs africaines n'ont jamais connue dans ces plantations. » Francisco continua, « Chacun de nous vous honorera selon nos traditions ancestrales, comme on honore une reine captive, car c'est ce que vous êtes cette nuit, une reine blanche, offerte aux fils des rois noirs. » Ces paroles, prononcées avec une gravité rituelle, transformaient cette agression en cérémonie expiatoire. Esperanza réalisa que ces hommes ne la voyaient pas seulement comme une femme à posséder, mais comme l'incarnation symbolique de toutes les humiliations subies par leur peuple. Domingo s'avança et déposa à ses pieds un collier de perles de bois sculptées. Selon nos coutumes, une femme qui honore plusieurs hommes en une nuit devient une prêtresse temporaire de la déesse mère. Ce collier vous protégera pendant la cérémonie. Pablo et Andrés disposèrent autour d'elle des bougies de cire d'abeille et des petites statuettes en bois représentant des divinités africaines. Sébastien fit brûler des herbes aromatiques qui répandirent dans l'air confiné du moulin une odeur entêtante de santal et de patchouli. Cette ritualisation de l'acte à venir troubla profondément Esperanza. Elle s'attendait à une agression brutale et se trouvait confrontée à une cérémonie complexe qui mêlait vengeance, spiritualité et érotisme dans un syncrétisme déroutant. « Nous commencerons par vous laver et vous parfumer », expliqua Thomas en désignant une bassine d'eau chaude et des flacons d'huiles essentielles. « Puis chacun de nous vous offrira son hommage selon les rites de sa tribu d'origine. Vous découvrirez cette nuit des traditions millénaires que vos ancêtres ont tenté d'éradiquer, mais qui survivent
dans nos cœurs et nos corps. Esperanza ferma les yeux, tentant de se préparer mentalement à l'épreuve qui l'attendait. Dehors, elle entendait son mari faire les 100 pas autour du moulin, prisonnier lui aussi de cette nuit qui allait tous les marquer à vie. L'horloge de la plantation sonna minuit au loin, égrenant les 12 coups fatidiques qui marquèrent le début de cette cérémonie blasphématoire. Dans quelques heures, quand l'aube se lèverait sur Cuba, plus rien ne serait jamais comme avant pour aucun des protagonistes de ce drame. L'aube du 24 novembre 1843 se leva sur une plantation transformée. Ce qui se passa dans le vieux moulin pendant ces 12 heures ne fut jamais consigné dans aucun document officiel. Mais les répercussions de cette nuit maudite allaient résonner bien au-delà des frontières de la propriété Esperanza Real. Quand les premiers rayons du soleil tropical percèrent la brume matinale, Esperanza émergea du moulin métamorphosé. Ce n'était plus la jeune aristocrate andalouse qui y était entrée, mais une femme brisée qui marchait comme une somnambule. Ses vêtements froissés, ses cheveux défaits et surtout son regard vide témoignaient d'une nuit qui avait altéré son âme de manière irréversible. Rodrigo l'attendait près de son cheval, incapable de soutenir son regard. Lui aussi avait changé. Ses cheveux avaient blanchi aux tempes, des rides profondes creusaient son visage, et ses mains tremblaient d'un tremblement permanent qu'aucun médecin ne parviendrait jamais à soigner. Les 12 heures qu'il avait passées à monter la garde autour du moulin, écoutant malgré lui les échos de ce qui se déroulait à l'intérieur, avaient détruit en lui les derniers vestiges de dignité masculine. Les 7 esclaves sortirent du moulin avec une expression de satisfaction sombre. Ils n'échangèrent aucun regard avec le couple, se contentant de saluer respectueusement le colonel avant de retourner vers les barracones, comme si cette nuit n'avait été qu'un épisode ordinaire de leur existence servile. Le trajet de retour vers la villa se fit dans un silence de mort. Esperanza et Rodrigo chevauchaient côte à côte sans échanger un mot, chacun perdu dans ses pensées torturées. Les esclaves qui travaillaient déjà dans les champs de canne levaient parfois les yeux sur leur passage, et il sembla à Esperanza qu'ils savaient, que tous savaient. Teresa les attendait dans la cour de la villa, le visage marqué par l'inquiétude. En voyant l'état de sa maîtresse, la vieille femme de chambre comprit immédiatement qu'une tragédie irréparable venait de se jouer. Elle escorta Esperanza jusqu'à sa chambre sans poser de questions, l'aida à se déshabiller et à prendre un bain, puis la mit au lit avec la délicatesse d'une mère soignant son enfant malade. « Il ne faut parler de cette nuit à personne, Teresa », murmura Esperanza d'une voix éteinte. « À personne, jamais. Bien sûr, madame. » Teresa n'a rien vu, rien entendu. Mais l'esclave savait que garder un tel secret serait un fardeau terrible, car dans l'univers clos d'une plantation, rien ne restait jamais vraiment caché très longtemps. 3 jours plus tard, comme convenu, le docteur Pemberton revint à la plantation, accompagné d'un magistrat colonial et de 2 assistants, pour procéder aux investigations annoncées. L'enquête qui suivit prit une tournure qui dépassa toutes les attentes de Rodrigo. Les 7 esclaves d'élite, fidèles à leur engagement, témoignèrent avec une précision stupéfiante des derniers jours d'Isabella. Leur version des faits était si cohérente, si riche en détails médicaux et psychologiques, qu'elle impressionna même le docteur Pemberton, pourtant habitué aux subterfuges coloniaux. Thomas raconta comment il avait personnellement assisté Doña Isabella dans ses derniers moments. Il décrivit avec une exactitude troublante l'évolution de ses symptômes. Les premiers frissons, la montée de la fièvre, les délires où elle parlait de retourner en Espagne, les vomissements noirs caractéristiques de la fièvre jaune, et enfin l'agonie dans les bras de son époux éploré. Santiago confirma ces témoignages, en ajoutant des détails sur l'état psychologique d'Isabella dans ses derniers jours. Selon lui, la jeune femme avait développé une phobie de la contagion qui la poussait à s'isoler de plus en plus, refusant même les soins de son mari par peur de le contaminer. Francisco témoigna des funérailles précipitées, organisées selon lui sur les conseils du médecin local pour éviter la propagation de l'épidémie. Il décrivit la cérémonie religieuse sommaire,
l'inhumation discrète au petit cimetière de la plantation et la destruction par le feu de tous les effets personnels de la défunte. Domingo, Pablo, Andrés et Sébastien corroborèrent tous ces éléments avec des détails si précis que le magistrat colonial lui-même fut convaincu. Ils parlèrent des nuits blanches du colonel au chevet de sa femme, de ses tentatives désespérées pour la sauver, de son effondrement quand elle avait rendu son dernier souffle. Mais ce qui acheva de convaincre les enquêteurs, ce furent les preuves physiques que les esclaves produisirent. Thomas sortit de ses affaires personnelles le médaillon en or d'Isabella, qu'il affirma avoir trouvé dans le jardin après les funérailles et avoir conservé en souvenir de cette sainte femme. Santiago présenta des fragments de tissu qu'il prétendait provenir de la robe que portait Isabella le jour de sa mort. Francisco montra même quelques cheveux blonds qu'il avait, disait-il, récupérés sur l'oreiller de la défunte pour les remettre à sa famille en Espagne. Ces reliques étaient en réalité des objets authentiques qu'ils avaient subtilisés sur le corps d'Isabella avant que Rodrigo ne l'enterre clandestinement. Leur présentation méthodique acheva de donner une crédibilité totale à leur version des faits. Le docteur Pemberton rédigea un rapport détaillé concluant sans l'ombre d'un doute à la mort naturelle d'Isabella Vasquez de Toledo, victime de l'épidémie de fièvre jaune qui avait effectivement frappé la région en 1839. Il souligna même dans ses conclusions la qualité exceptionnelle des soins prodigués par le colonel à sa défunte épouse, ainsi que la dévotion remarquable des esclaves de la plantation envers leur maître. Cette victoire juridique aurait dû apporter un soulagement immense à Rodrigo et Esperanza. Au lieu de cela, elle ne fit qu'approfondir leur calvaire psychologique. Car ils savaient désormais qu'ils étaient totalement à la merci de leurs esclaves, liés à eux par un secret plus lourd que toutes les chaînes. Les semaines qui suivirent révélèrent l'ampleur de la transformation qui s'était opérée dans la plantation. Les rapports de force avaient subtilement mais irréversiblement changé. Les 7 esclaves d'élite jouissaient maintenant d'une liberté de mouvement et d'une autorité qui dépassaient largement leurs prérogatives officielles. Thomas dirigeait de facto l'exploitation avec une compétence qui forçait l'admiration, mais aussi avec une arrogance nouvellement acquise qui n'échappait à personne. Il prenait des décisions importantes sans consulter le colonel, modifiait les horaires de travail selon son bon vouloir et redistribuait les tâches entre les esclaves selon ses propres critères. Les 6 autres menaient leurs équipes avec une autorité qui n'appelait plus aucune contestation. Ils avaient acquis un statut particulier aux yeux des autres esclaves, qui devinaient confusément qu'un événement majeur avait renforcé leur position sans en comprendre la nature exacte. Rodrigo assistait à cette prise de pouvoir progressive avec une impuissance totale. Chaque fois qu'il tentait de reprendre l'autorité, un simple regard de Thomas suffisait à le ramener à la réalité. Il était devenu prisonnier de sa propre plantation, otage de ceux qu'il était censé dominer. L'effet sur Esperanza fut encore plus dévastateur. Elle développa une forme de catalepsie émotionnelle qui l'empêchait de fonctionner normalement. Elle passait des heures entières immobile dans sa chambre, le regard fixé sur un point invisible, revivant sans cesse les événements de cette nuit maudite. Lors des rares réceptions officielles qu'il ne pouvait éviter, elle parvenait encore à jouer son rôle d'épouse modèle, mais ses efforts lui coûtaient une énergie considérable. Les invités remarquaient sa pâleur, sa maigreur croissante et ses silences prolongés, mais attribuaient ces changements aux rigueurs du climat tropical. Teresa, qui était la seule à connaître la vérité, devint le lien vital entre Esperanza et le monde extérieur. Elle lui apportait ses repas, l'aidait à s'habiller et surtout, elle lui parlait. Car Esperanza avait besoin d'entendre une voix humaine pour ne pas sombrer complètement dans la folie. « Madame doit essayer de manger », murmurait la vieille esclave en déposant un plateau près du lit. Teresa a préparé la soupe que Madame aimait avant. Avant. Ce mot résumait tout. Il y avait eu un avant et un après cette nuit de novembre, et rien ne pourrait jamais faire revenir l'avant. Les mois passèrent sans apporter aucun répit aux protagonistes de ce drame.
Au contraire, le poids du secret devenait de plus en plus lourd à porter pour tous. Rodrigo sombra progressivement dans un alcoolisme qui ne trompait personne. Il commençait à boire dès le petit déjeuner et finissait chaque soirée effondré dans son bureau, une bouteille de rhum vide à ses côtés. Ses mains tremblaient en permanence. Il sursautait au moindre bruit et il était sujet à des crises de panique qui le réveillaient en pleine nuit. Les domestiques rapportaient qu'on l'entendait parfois hurler dans son sommeil, implorant le pardon d'Isabella ou suppliant des voix imaginaires de le laisser en paix. Il passait des heures entières à fixer le portrait de sa première épouse dans le grand salon, tenant des conversations délirantes avec cette image muette. Le plus troublant était sa relation avec les 7 esclaves. Il oscillait entre une soumission servile et des accès de rage impuissante. Parfois, il les suppliait presque de lui pardonner, de le libérer de ce cauchemar. D'autres fois, il tentait de reprendre son autorité de maître, mais il suffisait d'un mot de Thomas pour qu'il s'effondre de nouveau. « Colonel, » lui dit un jour Thomas en privé, « votre comportement commence à attirer l'attention. Les contremaîtres posent des questions, les visiteurs remarquent vos difficultés. Il serait regrettable que quelqu'un finisse par faire le lien entre votre état et certains événements récents. » Cette menace voilée eut pour effet d'aggraver encore l'état mental de Rodrigo. Il réalisa qu'il était désormais totalement dépendant de la bienveillance de ses anciens esclaves, qui pouvaient à tout moment décider de révéler la vérité ou de le laisser sombrer dans la folie publique. Esperanza, de son côté, développait des symptômes de plus en plus inquiétants. Elle refusait catégoriquement de sortir de sa chambre quand elle savait que l'un des 7 hommes se trouvait dans les parages. Teresa devait lui apporter un planning détaillé de leurs activités pour qu'elle accepte de descendre prendre un repas ou se promener dans le jardin. Elle avait aussi développé une obsession pour la propreté qui la poussait à prendre plusieurs bains par jour, se frottant la peau jusqu'au sang avec des brosses rugueuses. « Je n'arrive pas à me sentir propre », répétait-elle à Teresa. « J'ai l'impression qu'ils sont encore sur moi, en moi. » Ses nuits étaient hantées par des cauchemars récurrents où elle revivait cette nuit de novembre sous des formes de plus en plus déformées. Elle se réveillait en hurlant, couverte de sueur, et refusait de se rendormir avant l'aube. L'épuisement physique et mental la faisait ressembler de plus en plus à un spectre. Le plus cruel était peut-être la façon dont les 7 hommes continuaient à la traiter. Ils conservaient envers elle un respect apparent, la saluant poliment quand ils la croisaient, s'enquérant de sa santé avec une sollicitude apparente. Mais Esperanza lisait dans leur regard une satisfaction perverse, comme s'ils savouraient chaque jour davantage le pouvoir qu'ils exerçaient sur elle. Thomas, en particulier, semblait prendre un plaisir particulier à ces rencontres fortuites. Il trouvait toujours un prétexte pour l'aborder, lui demander ses instructions pour tel ou tel travail, ou lui présenter les comptes de la plantation. Ces conversations anodines, en apparence, étaient pour Esperanza une torture quotidienne, car elle y percevait constamment des sous-entendus, des allusions voilées à leur nuit commune. « Madame se souvient-elle de nos arrangements concernant la récolte de novembre ?» lui demandait-il par exemple. Et ces mots innocents résonnaient dans l'esprit d'Esperanza comme autant de coups de poignard. L'isolement social du couple s'aggravait progressivement. Leurs voisins planteurs remarquaient les changements dans leur comportement et commençaient à éviter leur compagnie. Les invitations se raréfiaient, et quand ils étaient contraints de recevoir, l'atmosphère était si pesante que les convives repartaient avec le sentiment d'avoir assisté à une veillée funèbre. Le docteur Mendizabal, médecin personnel de la famille, s'inquiétait de l'état de santé d'Esperanza. Il proposa plusieurs traitements, saignée, purgatifs, changement d'air, mais rien ne semblait avoir d'effet durable. Il attribuait son mal à une forme de neurasthénie tropicale et conseillait un retour temporaire en Espagne, suggestion que Rodrigo rejeta catégoriquement. Car Rodrigo savait qu'il ne pouvait pas quitter Cuba. S'éloigner de la plantation signifierait perdre tout contrôle sur les 7 témoins de son crime, les laisser libres de révéler la vérité en son absence. Il était devenu prisonnier de son propre territoire, enchaîné à cette terre maudite par les secrets qu'elle recélait.
L'année 1844 apporta de nouveaux tourments. Une épidémie de choléra frappa la région, décimant la population esclave de plusieurs plantations voisines. Par une cruelle ironie du sort, la plantation Esperanza Real fut relativement épargnée. Mais cette nouvelle tragédie sanitaire réveilla chez Rodrigo et Esperanza le souvenir de la fausse épidémie qui avait servi à couvrir le meurtre d'Isabella. C'est pendant cette période que Rodrigo commença à rédiger ce qui allait devenir sa confession posthume. Enfermé dans son bureau des nuits entières, il noircissait page après page d'une écriture de plus en plus tremblée, racontant ses crimes, ses lâchetés, et surtout cette nuit de novembre qu'il avait définitivement damné. Mais chaque fois qu'il relisait ses écrits, la peur le reprenait. Que se passerait-il si ce document était découvert? Que deviendraient Esperanza et lui si la vérité éclatait? Alors il brûlait tout dans la cheminée et recommençait, pris dans un cycle infernal de confession et de destruction. Teresa, qui avait remarqué ces manuscrits, tenta un jour de dissuader son maître. « Colonel, pourquoi tourmenter votre âme avec ces écrits? Le passé est le passé. Il faut essayer d'oublier. »« Oublier » explosa Rodrigo. « Comment voulez-vous que j'oublie? Comment peut-on oublier qu'on a vendu sa propre femme comme une esclave? Comment peut-on vivre avec ça ?» Cette confession involontaire confirma à Teresa ce qu'elle soupçonnait depuis des mois. La vieille esclave comprit que le mal qui rongeait ses maîtres était bien plus profond qu'une simple culpabilité pour le meurtre d'Isabella. Les 7 esclaves, eux, semblaient au contraire s'épanouir dans cette situation. Ils avaient acquis un statut unique dans la hiérarchie de la plantation, respecté par leur père et redouté par leur maître. Leur travail était exemplaire, leur comportement irréprochable, et aucun observateur extérieur n'aurait pu deviner qu'ils détenaient un tel pouvoir sur leurs propriétaires officiels. Thomas, en particulier, révélait des talents d'organisateur et de gestionnaire qui surpassaient largement ceux de Rodrigo. La plantation n'avait jamais été aussi productive, les récoltes atteignaient des records, et les bénéfices affluaient régulièrement. Mais cette réussite même était une source de tourments supplémentaires pour le colonel, qui se voyait dépassé par celui qu'il était censé posséder. L'ironie de la situation n'échappait à personne dans la plantation. Les esclaves murmuraient entre eux que les vrais maîtres n'étaient plus ceux qu'on croyait, sans comprendre exactement ce qui s'était passé pour provoquer un tel renversement. Certains attribuaient ce changement à des pratiques de sorcellerie africaine. D'autres y voyaient une manifestation de la justice divine. Mais tous sentaient qu'un équilibre ancestral avait été rompu et que les conséquences s'en faisaient sentir bien au-delà des protagonistes directs. Au début de l'été 1844, un événement vint perturber cette situation déjà explosive. Le gouverneur général de Cuba annonça une inspection générale de toutes les plantations de la région pour s'assurer du respect des nouvelles directives madrilènes concernant le traitement des esclaves. Cette nouvelle plongea Rodrigo dans une panique absolue. Il voyait dans cette inspection une nouvelle menace, un risque que la vérité finisse par éclater sous les questions d'enquêteurs trop zélés. Il convoqua Thomas pour une réunion secrète dans son bureau. Cette inspection, il ne faut pas qu'il découvre, il ne faut pas qu'il pose trop de questions sur « Du calme, colonel », l'interrompit Thomas avec un sourire inquiétant. « Nous respecterons notre engagement, mais cela va vous coûter quelque chose de plus. » « Quoi? Que voulez-vous encore? »« La liberté. Pour nous 7. Des papiers d'affranchissement en bonne et due forme. » Rodrigo resta bouche bée. L'affranchissement de 7 esclaves de cette valeur représentait une perte financière énorme, mais surtout, cela signifiait qu'il perdrait tout contrôle sur les témoins de son crime. Si vous êtes libre, qu'est-ce qui vous empêchera de révéler la vérité? Notre parole, colonel. Nous avons juré sur nos dieux de garder le secret tant que nous obtiendrions justice. Votre femme nous a donné cette justice. Maintenant, nous voulons notre liberté. C'est un échange équitable. Rodrigo comprit qu'il n'avait pas le choix. Refuser serait prendre le risque de voir tous ses secrets révélés pendant l'inspection. Accepter, c'était espérer que ces hommes respecteraient effectivement leur serment une fois libres.
Les papiers d'affranchissement furent établis dans la plus grande discrétion par un notaire de Santiago, officiellement en reconnaissance des services exceptionnels rendus à la famille Vázquez de Toledo. La transaction fut présentée comme un acte de générosité chrétienne de la part du colonel, admiré par ses pairs pour cette démonstration de magnanimité. L'inspection gouvernementale se déroula sans incident. Les 7 nouveaux affranchis témoignèrent avec éloquence de la bonté de leurs anciens maîtres, de l'excellence des conditions de vie dans la plantation et de leur gratitude éternelle envers le colonel. Leur statut d'homme libre rendait leur témoignage encore plus crédible aux yeux des inspecteurs. Mais cette apparente victoire marqua en réalité le début de la phase finale du calvaire de Rodrigo et Esperanza. Car les 7 hommes, désormais libres, choisirent de rester dans la région, s'installant dans de petites propriétés qu'ils achetèrent avec les économies accumulées au fil des années. Leur présence constante dans les environs était un rappel quotidien de cette nuit de novembre. Esperanza les croisait régulièrement au marché de Santiago, à l'église, lors des fêtes locales. Chaque rencontre était pour elle une épreuve qui ravivait ses blessures. Tomás, en particulier, semblait prendre un malin plaisir à ces rencontres fortuites. Il la saluait toujours respectueusement, s'enquérait de sa santé et parfois même lui offrait des fruits de sa propriété. Ces gestes apparemment courtois étaient pour Esperanza autant de tortures raffinées. « Comment allez-vous, Doña Esperanza? Vous semblez fatiguée. J'espère que vous gardez un bon souvenir de notre collaboration passée. » Ces mots, prononcés avec un sourire innocent, plongeaient la malheureuse dans des abîmes de détresse. Elle rentrait chez elle chaque fois dans un état de prostration totale, incapable de manger ou de dormir pendant des jours. Rodrigo, lui, développait une paranoïa qui le poussait à voir des menaces partout. Il était persuadé que les 7 affranchis complotaient contre lui, qu'ils préparaient une vengeance terrible, qu'ils allaient finir par révéler tous ses secrets. Il passait des heures à épier leurs mouvements, à questionner ses domestiques sur leurs activités, à imaginer des complots inexistants. Cette obsession l'amena à commettre plusieurs erreurs qui attirèrent l'attention sur lui. Il accumula les dettes en payant des espions pour surveiller ses anciens esclaves. Il se disputa publiquement avec d'autres planteurs qu'il soupçonnait d'être leurs complices, et il tint des propos incohérents lors de réceptions officielles. Sa réputation en souffrit considérablement. On commençait à dire dans la haute société cubaine que le colonel Vázquez de Toledo perdait la raison, que le climat tropical avait fini par avoir raison de son équilibre mental. Certains suggéraient même qu'il devrait être interné pour son propre bien et celui de sa famille. C'est dans ce contexte délétère que se produisit la catastrophe finale. Au début de l'année 1845, Rodrigo apprit qu'une révolte d'esclaves se préparait dans la région. Les autorités coloniales avaient intercepté des messages codés, arrêté plusieurs suspects et menaient une enquête approfondie sur les instigateurs de ce complot. Aveuglé par sa paranoïa, Rodrigo était convaincu que Tomás et ses compagnons étaient derrière cette révolte. Il se rendit chez le gouverneur militaire pour dénoncer les 7 affranchis, les accusant de fomenter la rébellion et de corrompre les esclaves des plantations voisines. Mais cette dénonciation se retourna contre lui de la façon la plus cruelle qui soit. Interrogés par les autorités, les 7 hommes nièrent catégoriquement toute implication dans la révolte. Et pour prouver leur bonne foi, ils révélèrent l'existence du document secret que Rodrigo leur avait fait signer en novembre 1843. Ils présentèrent aux enquêteurs une copie de ce contrat infâme qu'ils avaient eu la précaution de faire établir par un clerc de leurs amis, Ida. Selon eux, ce document prouvait que le colonel avait des relations particulières avec ses esclaves, qu'il les utilisait pour des services spéciaux et qu'il était donc mal placé pour les accuser de trahison. L'effet de cette révélation sur les autorités coloniales fut dévastateur. Le contenu du document était si scandaleux qu'il remonta immédiatement jusqu'au gouverneur général, puis jusqu'à Madrid. Un colonel de Sa Majesté catholique qui prostituait sa propre épouse à ses esclaves. C'était un scandale sans précédent dans l'histoire de l'Empire espagnol.
Rodrigo fut arrêté dans la nuit et enfermé dans la prison militaire de Santiago en attendant son jugement. L'accusation était double: prostitution de son épouse et corruption de ses subordonnés esclaves. Les deux chefs étaient passibles de la dégradation militaire et de la prison à vie. Esperanza, apprenant l'arrestation de son mari et les raisons qui l'avaient motivé, comprit que leur secret était désormais public. La honte qu'elle avait tenté de cacher pendant plus d'1 an allait éclater au grand jour, devenir l'objet de tous les commentaires, de toutes les spéculations. Cette perspective acheva de briser sa résistance mentale. Elle sombra dans une catatonie profonde, cessant de manger, de boire, de parler. Teresa tentait désespérément de la maintenir en vie, mais la volonté de vivre avait quitté sa maîtresse. Le procès de Rodrigo n'eut jamais lieu. 3 jours après son arrestation, il fut trouvé mort dans sa cellule. Officiellement, il s'agissait d'une crise cardiaque provoquée par l'alcoolisme et le stress. Mais les gardiens rapportèrent qu'il l'avait entendu sangloter toute la nuit en répétant « Pardonnez-moi, Isabella, pardonnez-moi, Esperanza ». Sur son lit de prison, les enquêteurs trouvèrent une confession manuscrite de plusieurs pages où il avouait le meurtre de sa première épouse et décrivait dans le détail les circonstances de sa mort. Ce document levait enfin le voile sur le mystère qui entourait la disparition d'Isabella Vázquez de Toledo. Mais cette confession posthume ne changeait plus rien au destin des protagonistes de ce drame. Rodrigo était mort, emportant avec lui ses remords et sa culpabilité. Esperanza ne lui survécut que de quelques jours, s'éteignant dans son lit sans avoir jamais recouvré la raison. Les 7 affranchis, eux, furent finalement blanchis de toute accusation de complot. L'enquête révéla que la véritable révolte était l'œuvre d'autres groupes, sans aucun lien avec eux. Mais leur réputation était définitivement ternie par leur association avec le scandale Vázquez de Toledo. Ils quittèrent discrètement la région de Santiago pour s'installer dans d'autres provinces de Cuba où leur passé était moins connu. Certains reprirent leur vrai nom africain, d'autres émigrèrent vers d'autres îles des Caraïbes. Thomas, lui, disparut complètement, et on ne retrouva jamais sa trace. La plantation Esperanza Real fut saisie par l'État espagnol pour payer les dettes accumulées par la famille. Elle fut vendue aux enchères à une compagnie sucrière catalane qui la rebaptisa Nueva Esperanza et rasa la plupart des bâtiments anciens pour construire des installations modernes. Le vieux moulin où s'était déroulé le drame fut démoli en premier. Les ouvriers chargés de cette tâche rapportèrent avoir trouvé dans les fondations des ossements humains, des bijoux anciens et des fragments de tissus décomposés. Ces restes furent remis aux autorités ecclésiastiques qui les inhumèrent dans le cimetière de Santiago sous une simple croix portant l'inscription « Victime de la folie humaine ». Teresa, devenue libre après la mort de ses maîtres, vécut encore de nombreuses années dans un quartier populaire de Santiago. Elle était la seule à connaître toute la vérité sur cette tragédie, mais elle ne la révéla jamais complètement. Parfois, elle racontait à ses petits-enfants des fragments de cette histoire, mais de manière si mélangée avec des légendes africaines et des superstitions créoles que personne ne prenait ses récits au sérieux. Les archives coloniales de Cuba conservent encore aujourd'hui le dossier de cette affaire. On y trouve le rapport du docteur Pemberton sur la mort naturelle d'Isabella, la confession posthume de Rodrigo, et surtout cette copie du contrat infâme qui scella le destin de tous les protagonistes. Mais ce document, trop scandaleux pour être exhibé publiquement, reste enfoui dans les archives secrètes de Séville, accessibles seulement aux historiens les plus accrédités. Car certaines vérités sont jugées trop dérangeantes pour être révélées au grand public, même 2 siècles après les faits. Pourtant, cette histoire continue de hanter la mémoire collective cubaine. Dans la région de Santiago, les anciens racontent encore l'histoire du colonel maudit qui vendit son âme et sa femme au diable. Ils parlent du vieux moulin hanté où résonnent encore les nuits de pleine lune, les pleurs d'une femme et les rires de cet homme. Car si les protagonistes de ce drame sont morts depuis longtemps, l'écho de leurs actes continue de résonner dans le temps.
L'histoire ne pardonne jamais vraiment les crimes contre la dignité humaine, et la mémoire collective conserve, sous forme de légendes et de superstitions, le souvenir de ces abominations que les documents officiels tentent d'effacer. Aujourd'hui encore, quand on évoque devant un historien cubain le nom de la plantation Esperanza Real, on voit passer dans ses yeux une lueur trouble. Car tous savent que cette terre recèle des secrets terribles, des vérités que même le temps n'a pas réussi à cicatriser. Et parfois, très tard dans la nuit, quand le vent souffle fort dans les champs de canne à sucre de la région de Santiago, les paysans affirment entendre encore les échos lointains de cette nuit de novembre 1843, où l'honneur d'une famille et la dignité d'une femme furent sacrifiés sur l'autel de la lâcheté humaine. Cette histoire troublante vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que tous les secrets de cette tragédie ont été révélés, ou que d'autres mystères dorment encore dans les archives oubliées de l'histoire coloniale? Les documents que nous avons consultés pour reconstituer cette affaire soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Vérité historique ou fiction? Votre opinion nous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres secrets enfouis de l'histoire et partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les zones d'ombre du passé. Car parfois, la réalité historique dépasse de loin la fiction la plus sombre.